La protection sociale est un élément central du modèle européen, dit-on. Peut-elle prendre racine sur le continent africain? On peut voir par là un moyen de lutter contre une disparité entre Afrique et Europe. On peut voir là aussi un moyen fort de lutter contre la pauvreté. Mais les sociétés africaines et les ONG qui y travaillent sont-elles en mesure de mettre en place une vraie protection sociale? La protection sociale est-elle un rêve inaccessible ou une nécessité urgente pour les sociétés africaines aujourd'hui? Avec nous pour en débattre, Benjamin Doamba, député burkinabé et depuis peu qui siège à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Camille Dust, directeur de Symbio, qui œuvre en RDC à Kinshasa pour mettre en place un dispositif mutualiste. C'est bien ça. Jean-Jacob Bicep, eurodéputé guadeloupéen du groupe parlementaire des Verts. Madame Doamba, pensez-vous qu'au Burkina Faso, on peut introduire un système de protection sociale? Disons, pour démarrer, qu'il y a déjà un système de sécurité sociale au Burkina Faso. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on doit faire le point, on va dire que ce système, pour l'instant, concerne plus les travailleurs du public, les fonctionnaires, les magistrats, les militaires. Ça, pour la Caisse nationale, pour la Carrefour, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, et également pour le privé, à travers la Caisse nationale de sécurité sociale, qui gère donc la pension de ces citoyens burkinabés. Mais ces citoyens ne dépassent pas environ tout au plus 10% de la population burkinabé qui tourne aujourd'hui autour de 17-18 millions. Donc la grande majorité formée des travailleurs du secteur informel et du secteur agricole, pour l'instant ne connaissent pas ce que c'est que la sécurité sociale. C'est vrai qu'il y a déjà des prémices depuis quelques années, 2008-2009. Il y a un système mis en place pour permettre à tous ces citoyens de pouvoir avoir accès donc à la sécurité sociale, parce que quand on dit sécurité sociale, c'est la solidarité nationale, c'est faire tout pour qu'il y ait moins de disparité entre les couches sociales, c'est permettre à la majorité, quand je prends le cas de Burkina Faso, de pouvoir avoir accès aux services de base que sont la santé, l'éducation. Et donc des efforts sont fournis à ce niveau pour que la grande majorité des Burkinabés puissent avoir accès à la sécurité sociale. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, c'est environ 10% de la population qui a droit à cela. Le reste, nous sommes sur le chemin. Mais pour l'instant, les choses ne sont pas encore, tout le monde n'est pas assuré, surtout côté santé. On ne peut pas dire que tous les Burkinabés ont accès à la sécurité mutuelle de santé. Nous sommes au début du processus et je crois qu'avec le temps, les choses vont y aller. Mais sinon, pour l'instant, voilà la situation qui est au Burkina Faso. Monsieur Dost, vous justement, vous travaillez sur la mise en place d'un dispositif mutualiste en RDC via MNK. Et quelles sont les démarches que vous avez entreprises et quelles difficultés avez-vous rencontrées? Eh bien, nous avons décidé d'essayer de placer un système mutualiste, en fait, au niveau de la RDC. Alors, fort d'une expérience qu'on a eue parce qu'on a été appelé par le gouvernement pour les enseignants, j'ai appuyé le ministère là-bas et on a créé la première mutualité des enseignants. Ensuite, on s'est dit, il faut faire quelque chose pour les gens de la rue, justement, pour pouvoir les aider. Et on s'est dit, d'abord, il faut s'imprégner du pays. Il ne faut pas vouloir absolument, parallèlement, faire un même modèle que celui qui existe chez nous, comme par exemple en Belgique, parce que c'est trop compliqué. Quand on s'imprègne du pays, quand on est appuyé par le pouvoir politique, et aussi par les entreprises, alors on peut réussir. Donc ce que je veux dire par là, c'est que installer un système mutualiste, c'est se faire parler tous les partenaires de la santé. Les difficultés que nous avons rencontrées sont par exemple le niveau de soins, qui est très différent d'un hôpital public à un hôpital privé, dans les centres de santé. Alors on a créé, si on veut, un système d'une charte d'excellence pour faire en sorte qu'on voulait créer des paquets de soins
dont le premier paquet de soins, les soins de base, étaient les plus importants. Et on est parvenu à trouver un système qui permette une convention entre les hôpitaux publics et privés pour donner le même type de soins. On a fait jouer aussi ici des partenaires expérimentés, des médecins d'ici, qui nous ont accompagnés dans cette démarche. Et quand on a pu identifier les hôpitaux, les centres de soins, les structures de soins qui pouvaient répondre à cela, alors on a fait signer une charte, on a créé un réseau et on a promis ce réseau, on l'a proposé en convention aux entreprises pour qu'ils puissent faire en sorte que les travailleurs soient protégés. Et comme en RDC, il existe une loi qui dit qu'on doit s'occuper de tout le social, les aspects sociaux, toutes les entreprises doivent s'occuper donc des travailleurs et de leurs familles, doivent couvrir ça. Nous, on a rebondi là-dessus pour créer ce système de soins. Et maintenant, on est dans une deuxième phase où on a permis à tout partenaire de participer à cela. Et là, on a fait un effort nous-mêmes, c'est-à-dire une forme de subsidiation qui permette donc d'essayer de motiver tout un chacun à participer à ça. Mais on est encore loin de l'objectif. Les zones rurales ne sont pas encore directement affectées, mais tout doucement, on se répand avec les sociétés, avec les entreprises qui nous aident. Monsieur Biceps, vous justement qui êtes eurodéputé guadeloupéen, dont vous êtes des Antilles, pensez-vous que le modèle des départements français peuvent servir d'exemple pour l'installation d'un dispositif de protection sociale? Croyez-vous à l'installation d'un dispositif de protection sociale en Afrique? Je pense que l'installation de modèles dépend vraiment de la nature sociologique du pays. Le dispositif tel qu'il est dans les départements français d'Amérique, de la France, n'est pas reproductible. Il n'est pas reproductible parce que c'est un dispositif qui correspond en réalité au niveau de vie de la métropole à laquelle ces départements sont annexés. Donc nous avons un dispositif qui est tout à fait artificiel, qui ne correspond pas réellement à l'économie produite dans ces territoires. Donc vous voyez bien que ce n'est pas un dispositif qui marche à coup de transfert de fonds. Donc vous voyez bien que ce n'est pas un dispositif qui est reproductible pour les pays d'Afrique. Non, pas du tout. L'histoire mutualiste européenne, c'est une longue histoire. Elle est née à la fois de l'histoire des premières mutuelles des syndicats chrétiens, et ensuite il y a aussi l'histoire du mouvement ouvrier qui accompagne cette histoire de la mise en place d'un système mutualiste qui est une histoire européenne. Je pense qu'il faut pour avoir un système de protection sociale en Afrique, il faut que ce soit un système qui corresponde aux réalités africaines. On ne peut pas comme ça prendre un système et l'appliquer à une réalité qui n'est pas la réalité sociale. Donc je pense qu'il y a un travail à faire, certainement pour permettre aux salariés et aux Africains d'avoir un système de protection sociale. Mais ce que je disais, c'est qu'il faut juste prendre garde à quelque chose. Il y a des systèmes de solidarité familiale en Afrique qu'il ne faudrait pas détruire pour imposer quelque chose de complètement halogène et qui ne correspond en rien aux réalités de ces pays. Donc, il faut travailler sur cette question, mais il faut faire attention de ne pas jeter le bébé et l'eau du bain. Justement, Madame Domba, vous qui êtes une femme, avez-vous un avis différent, un point de vue différent par rapport à vos collègues masculins? Et pour vous, quel serait un frein, justement, à l'installation d'un système de protection sociale? Disons donc, avec mes collègues hommes, nous avons les mêmes positions parce que tout le monde, les dirigeants qui sont là, que ce soit au Burkina Faso, un peu partout, à travers l'Afrique et puis ailleurs, c'est le bien-être de la population qui est en jeu et tout le monde se bat pour cela avec des hauts et des bas. Et je rebondis sur ce que l'eurodéputé vient de dire, parce qu'en Afrique, c'est vrai que ce n'est pas codifié, mais il y a déjà le système de sécurité sociale communautaire, familiale qui est déjà là, qui fait que
qu'en famille, il y a un soutien familial qui est là et qui aide déjà chacun dès sa naissance à se retrouver, à avoir un soutien. C'est vrai, c'est pas codifié. Et avec ce que nous avons pris de l'Occident, il y a des choses qui sont en train de s'effacer. Mais réellement, comme il vient de le dire, c'est pour dire que je partage ce qu'il a dit, il faudrait réellement que nous puissions adopter un système de sécurité sociale qui se base sur ce que nous avons déjà comme richesse dans nos sociétés et pour pouvoir aller de l'avant. Et je sais que cela, ça va beaucoup aider tout le monde. Le système de mon voisin également, RDC et Congo, il y a des systèmes mutualistes au niveau de mon pays également. Mais des fois, ce sont des projets. Et comme je dis, l'État est en train de emboîter ce pas pour que la majorité puisse avoir accès à un système de sécurité, surtout pour avoir accès aux services de santé, services d'éducation. Et l'État burkinabé actuellement, surtout pour les soins de santé, les premiers soins pour les mamans, il y a plus de 5 milliards de francs CFA qui sont injectés chaque année pour les accouchements difficiles, les césariennes et pour les enfants de 0 à 5 ans. Bon, donc, voici des aspects qui sont donnés pour aider donc la population à pouvoir faire face. Mais quand on parle de sécurité sociale, c'est vrai, c'est une solidarité nationale, c'est pour qu'il y ait moins de disparité entre les gens, mais il faut s'y engager. Et il faut, en s'y engageant, il y a des frais. Car pour le côté africain, il suffit que je sois de telle famille et je vais bénéficier de la sécurité familiale communautaire. Et à mon tour également, je vais le faire pour d'autres personnes. Parce que quand on prend même le niveau éducation, un parent à quelque part dans une ville, il va recevoir les neveux, les cousins qui viennent pour l'école, il va les recevoir. Eux, à leur tour, ils savent que quand ils vont pouvoir réussir, ils vont s'occuper d'autres cousins, d'autres neveux également. Ça, c'est en train de s'effriter. Mais comme je reviens pour dire que quand on parle de sécurité sociale codifiée, comme nous le faisons maintenant dans nos sociétés, il y a des frais. Et quand quelqu'un est face, peut faire là, même si on dit que c'est 1 euro, environ 550 francs CFA par mois, quelqu'un qui est face à des problèmes d'éducation, qui peut faire la semaine même sans avoir un bon repas chaud, lui dit de cotiser 1 euro, même si c'est par mois, c'est un peu difficile. C'est pourquoi, par rapport à votre question, si c'est un rêve, c'est un rêve, mais nous y travaillons pour que ce soit une réalité. Et je vois que les États un peu partout, avec l'aide des ONG qui viennent, c'est des efforts qui sont fournis dans nos États pour que réellement ce rêve-là devienne une réalité et que tout le monde puisse être sécurisé et que face aux soins de santé, face à l'éducation, que ce ne soit plus vraiment une corvée mentale pour les populations parce que c'est une hantise. Et c'est pourquoi des efforts sont fournis à travers les ONG, à travers l'État. Pour l'école primaire au Burkina Faso, c'est gratuit pour les enfants dans les écoles publiques. C'est gratuit pour les enfants de 0 jusqu'à la classe de CM2, c'est gratuit. Et au niveau du poste primaire, pour le premier cycle, il y a un soutien qui est fait dans les écoles publiques. Il y a la distribution gratuite des manuels scolaires. Il y a des fonds qui sont mis pour aider les jeunes filles à aller de l'avant. Et comme je le disais, au niveau de la santé également, des efforts sont faits. Pour les enfants de 0 à 5 ans, pour le paludisme, la prise en charge est gratuite. Seulement, il y a un frein parce que la prise en charge, pour les premiers soins, les soins de base, mais quand c'est un peu compliqué, il faut aller à la pharmacie, il faut sortir de l'argent. Voilà, donc on peut dire que c'est comme un rêve, mais nous y travaillons et avec les efforts consentis. Il y a une volonté politique dans nos États, que ce soit au Burkina Faso comme ailleurs, et un peu partout, il y a des socles de prémices de sécurité sociale pour tout le monde. En prenant bien sûr ce qui se trouve en Europe, que ce soit en Belgique, en France également. Mais comme il le dit, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à une sécurité sociale qui tienne compte de nos réalités pour que nous ne rejetions pas tout ce que nous avons en Afrique comme bien et comme acquis, qui vraiment aident. Parce que jusqu'à présent, même ceux qui sont au-devant de nos pays, ils ont toujours besoin de la solidarité familiale. Justement, Monsieur Dost, est-ce qu'en installant justement votre dispositif mutualiste, pensez-vous aux réalités africaines
Vous adaptez-vous à cette réalité du modèle familial africain? Et pensez-vous aussi étendre ce modèle à toute la population africaine, par exemple? Je suis convaincu de ce que madame vient de dire ici. C'est qu'il faut tenir compte, dans chaque pays, d'abord, c'est différent. Ça, je veux dire ça. L'Afrique est plurielle. Créer un modèle standard ou bien calquer notre modèle, par exemple le modèle français ou le modèle belge, parce que j'ai été aidé par des mutualités françaises. La mutualité générale de l'enseignement, de l'éducation nationale, la MGEN. Donc, m'a aidé aussi pour m'imprégner de ce qui se passait là-bas. Mais chaque pays est différent. Et pour avoir été, malheureusement pas encore au Burkina Faso, mais j'ai été au Burundi, j'étais au Rwanda, j'étais justement au Mali aussi. Donc j'ai fait tout ça, merci. Donc j'ai vu que tout était différent de pays en pays. Mais ce qui est une réalité africaine, c'est que ce sont les mamans qui en fait ont initié un système de sécurité sociale à la base. Donc la cellule familiale est très très importante. Et ça, il ne faut pas absolument désolidariser. Mais ce que je pense qu'on peut faire, comme partenaire de la santé et expert, c'est que chez nous, on sait comment on doit structurer l'identification, la reconnaissance des soins, etc. Et cette structure, on peut l'adapter. Donc on peut créer un modèle en tenant compte, par exemple, qu'en RDC, la mutualité est dans l'hôpital. En Belgique, ça n'existe pas, par exemple. Donc, on voit que, pourquoi? Pour mieux suivre la structure de soins, pour voir que le patient puisse bien passer parce qu'il reçoive des soins, etc. Donc, chaque pays est différent, mais il y a une réalité, c'est qu'il existe déjà des initiatives qu'il ne faut pas du tout décourager, mais qu'il faut solidariser. Et je pense que c'est comme ça que ça va marcher au mieux. Et je retiens ce que madame a bien insisté à dire, c'est que c'est très difficile pour quelqu'un de sortir en euros par mois pour s'occuper des soins. Donc, il faut qu'il y ait ou une aide qui vienne, je pense, de l'État. Ça, je crois que c'est important. Il y a une contribution qui peut arriver, mais qui doit être bien mesurée, parce que sinon, ça va tomber un peu partout. Et puis, ça va s'épuiser. Mais aussi les entreprises. Donc, on peut faire participer, je pense, l'ensemble du secteur à ce progrès. Et une chose sur laquelle je veux insister, c'est qu'il faut faire absolument confiance aux structures de soins qui existent, les encourager et aussi faire en sorte qu'elles puissent grandir. Donc, il faut faire soigner les gens dans leur pays le maximum. Parce que sinon, on va toujours aller voir vers l'extérieur, on décourage les médecins de s'installer dans les structures existantes et en fait, on appauvrit complètement ce système. Donc ça, il faut faire. Et à partir de là, je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives à prendre. Et il y en a une au niveau de l'éducation à prendre. Il faut faire de la protection sociale dans un bon sens, c'est-à-dire éduquer déjà nos enfants à ce que c'est le soin de santé, à quoi. Donc la prévention, l'éducation à la santé est très important. Il faut éduquer nos enfants pour dire il faut aller chez le médecin, éduquer les mamans pour dire allez tout de suite quand il y a un problème. N'attendez pas que ce soit trop loin. Et c'est le niveau primaire le plus important. On va soigner beaucoup de gens et on va éviter le pire. Monsieur Biceps, le Burkina Faso est voisin au Mali. Pensez-vous que la situation de la région peut en partir par rapport à la population du Burkina Faso? Oui, mais tous ces pays ont besoin de se construire. La société civile a besoin de se construire. Les travailleurs ont besoin d'être organisés au sein d'organisations syndicales fortes pour aussi pouvoir porter justement sur ces questions de protection sociale, les revendications sociales des salariés. Mais il y a aussi quelque chose qui doit être absolument fait. C'est-à-dire qu'on doit créer des États de droit suffisamment forts. Il faut qu'on ait des États avec une colonne vertébrale assurant une sécurité juridique des différents contrats. À partir de ce moment-là, on est en situation pour justement permettre à tout ce qui vient après de s'installer. Ce que dit ma collègue députée est très vrai. Lorsque les gens sont à chercher à se nourrir tous les jours, ils n'en sont pas à se projeter dans un demain à 20-30 ans dans un système de mutualiste ou de capitalisation. Donc il faut vraiment que déjà la société civile soit en branle, que la colonne vertébrale de l'État soit très forte,
que l'état de droit et que la sécurité des contrats soient assurés. Et une fois que c'est fait, au niveau d'un État et de la sous-région, je pense qu'on aura là les éléments nécessaires pour encore franchir un cran supérieur et surtout avec, au fur et à mesure, l'avènement d'une classe moyenne qui est absolument nécessaire pour justement permettre à ces pays d'entrer de plein pied dans cette modernité et dans ce renouveau africain que nous appelons de nos voeux. En tout cas, il faut sécuriser ce qu'il y a déjà et par rapport aux travailleurs, ceux qui y sont déjà, qu'ils puissent se sentir à l'aise et qu'ils ne soient pas là en train de se demander demain, est-ce que je serai là? Est-ce que, comment je vais vivre demain? Parce que quand on a cette sécurité, on peut vraiment rendre. Et la société civile, comme elle l'a dit, est vraiment engagée. C'est l'État est engagé, mais la société civile également. Et je vois qu'au Burkina Faso, de plus en plus, comme j'ai dit, il y a environ 10% de la population seulement qui est sécurisée. Et le reste, surtout la grande majorité des travailleurs agricoles ne l'est pas. Mais de plus en plus, il y a l'organisation des paysans au Burkina Faso qui prend le relais et qui souhaite qu'un dispositif sécuritaire soit mis sur pied pour que ceux-ci puissent bénéficier de la sécurité sociale. Donc il faut codifier dans quelle catégorie mettre les paysans. Mais déjà que la société civile est engagée, c'est sûr que nous sommes au point des lendemains meilleurs pour tout le monde, pour que réellement la vie soit, comme on le dit, soit belle pour ceux qui sont dans les bureaux comme pour ceux qui sont en campagne. Et la société, l'État, prend-elle en compte aussi les minorités? Par exemple, il y a eu donc chez vous à Ouagadougou les pourparlers concernant le gouvernement malien et le MNLA. Et en parlant de ça, vous pensez qu'il faudrait aussi inclure justement des minorités au niveau du système de protection? Quand vous dites minorité, c'est qui? C'est-à-dire les minorités au niveau des populations. Oui, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de discrimination. Hein. Pour lui, il a fait le tour de l'Afrique, il n'y a pas de discrimination au niveau du Burkina comme au niveau du Mali. Quand il y a un système, c'est ouvert pour tout le monde. Quand je disais tout à l'heure, c'est que l'État met près de 5 milliards de francs CFA par an, c'est pour toutes les femmes qui viennent en couche et qui sont obligées de subir une intervention chirurgicale. Toutes les femmes sont prises en charge sans tenir compte de, bon, je ne dirais pas de la couleur, sans tenir compte de d'où on vient et de la nationalité. Et au Burkina Faso, il n'y a même pas un papier où on doit dire quelle est ta nationalité, ça, ou bien ton ethnie. Et, tout ça, même les cartes d'identité, quand on prend ça, il n'y a plus. On a laissé tomber tout cela pour dire que nous sommes une nation. Nous sommes, que ce soit, tu sois le Burkinabé du sud, ou du nord, de l'est, ou du centre, ou de l'ouest, nous sommes des Burkinabés. Et s'il y a quelque chose à faire pour les Burkinabés, c'est pour tout le monde. Et seulement, les disparités, ce n'est pas parce qu'on est au nord ou au sud. Ceux qui sont en ville bénéficient plus des soins de qualité plus que les populations qui sont dans les zones très reculées où bon, c'est pratiquement, vraiment la précarité, mais ça on ne tient pas compte de l'ethnie. Donc il n'y a pas de disparité, il n'y a pas d'apartheid par rapport à l'ethnie au Burkina Faso. Et je sais que c'est un peu partout dans nos régions. Et M. Biceps, quel est votre avis par rapport justement à ces minorités qu'on retrouve dans la région Burkina Faso-Mali? Dernièrement, il y a eu des pourparlers entre le gouvernement malien et le MNLA. Et excusez-moi, parce que quand on parle de minorités, au Burkina Faso, ce ne serait pas ceux à qui vous pensez. Parce que je me dis qu'il y a d'autres ethnies qui sont là, qui sont minoritaires, mais qui sont là donc... minorité, il faut qu'on se dise c'est qui minorité. Vous parlez de qui en disant minorité. Je pourrais vous citer d'autres ethnies qui sont minorités au Burkina, mais qui sont... On est en brassage culturel, économique et social sans problème. Allez-y. Oui, mais enfin, la question de l'accord intervenu hier soir, c'est un accord dans une situation, nous sommes dans une situation de guerre.
effectivement, à partir de là, il faut effectivement, dans une situation de guerre, mettre autour d'une table les différents protagonistes et ensuite faire en sorte que ces protagonistes s'entendent sur l'objectif qui est quoi? L'objectif, c'est la paix. Tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait construire l'état de droit. Ben, on ne construit pas un état de droit dans un pays en guerre. On construit un état de droit dans un pays qui est effectivement en paix. Et pour la sécurité juridique des contrats, il faut absolument que cet État soit consolidé. L'accord qui a été conclu hier soir va sans doute, et je l'espère, déboucher sur un accord de paix durable. Moi, je dis qu'on peut mesurer le niveau de démocratie dans un pays, notamment lorsqu'on parle de la question de minorité. Lorsqu'on est dans un pays, ceux qui sont majoritaires respectent les droits de ceux qui sont minoritaires et ceux qui sont minoritaires respectent le fait majoritaire. Voilà, c'est la démocratie. C'est ça la nouvelle règle, c'est ça qui doit être appliqué. On est dans une situation de conflit au Mali, on est vers la sortie de cette situation. Je pense qu'on va on a pris le bon chemin. Il fallait négocier, on l'a fait. Et puis maintenant, reste à attendre effectivement de quoi cela va accoucher. Okay. Mais on retiendra votre phrase comme la conclusion alors. Une paix durable. Merci.